Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invitée du jour est Sophie Ludman. Elle est l'auteure du livre Addict à la bouffe, dans lequel elle revient sur le trouble du comportement alimentaire dont elle a souffert. Elle vient également de co-créer la fondation We Are Love, qui permet à des jeunes de milieux défavorisés d'avoir accès à des retraites, des moments de prise de recul, de développement de soi. De nationalité française, elle habite aux Pays-Bas et est la maman d'un petit garçon de 4 ans. Dans cet épisode, on va parler des thèmes préférés de son discours intérieur, de son rapport au stress et à la peur de la mort, et puis du lien entre tout ça et son désordre alimentaire. Elle nous dévoilera aussi un peu de son chemin de guérison. On parlera aussi de Michael Jordan, d'éducation et même de réincarnation. Alors merci à elle de s'être si joyeusement livrée à mon micro et bonne écoute. Bonjour Sophie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Donc l'idée ici, je le rappelle aussi pour nos auditeurs, c'est d'essayer de comprendre comment ça fait d'être toi, tout simplement. Donc je vais te poser des questions sur ce que tu ressens, ce que tu te dis tout au long de la journée et comment tu vis tout ça. Ok ? Alors pour démarrer, je te propose de nous dresser un portrait de ta vie intérieure. Donc tout d'abord, elle est faite de quoi cette vie intérieure ? Est-ce que tu te parles beaucoup ou est-ce qu'il y a pas mal de moments de silence ou d'autres choses ? Ouais, moi je me parle énormément. Je me parle beaucoup. Je parle beaucoup à voix haute aussi. Quand je suis seule chez moi, je me parle beaucoup. Ouais. Je me suis toujours parlé d'ailleurs. Et quand tu te parles alors, c'est quoi tes thèmes récurrents de pensée ? La famille, le boulot, autre chose ? Ouais, franchement, c'est un peu tout. Alors, je crois que depuis que je suis devenue maman, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup de « il faut que je fasse »,« j'ai oublié de »,« je dois aller ». Voilà, donc c'est un peu de... Ouais, je crois que ma voix intérieure m'aide à m'organiser. Clairement, pour commencer. Et puis après, je pense que j'ai pas mal de réflexions aussi intérieures, tu vois, quand, je sais pas, j'ai fait un truc, j'ai fait une réunion au boulot, puis après je me dis, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait faire ? Est-ce que j'ai... Ouais, il y a un peu cette réflexion d'après quand même. Mais je crois que majoritairement, vraiment, si j'y réfléchis, c'est beaucoup de planning sur l'avenir. Et en termes d'émotions, qu'est-ce que tu es facilement ? Alors, en termes d'émotions, je crois que vraiment, je suis souvent joyeuse. Moi, je suis quelqu'un qui me réveille de bonne humeur. J'ai toujours ça. Enfin, je sais pas. Aussi loin que je me souvienne, ma mère me disait toujours, quand tu étais petite, tu te levais, tu chantais, tu rigolais. J'ai pas ce truc j'ai eu des partenaires qui se réveillaient le matin un peu groggy, un peu de mauvaise humeur, qui ont besoin de beaucoup de temps pour se réveiller. Moi, le réveil, d'ailleurs, je n'ai pas de réveil. La plupart du temps, j'ai pas de réveil. Je me réveille, je suis de bonne humeur. J'ai ce truc assez positif, naturel. Ce qui veut pas dire que je suis pas une angoissée et que tout est positif et que ma vie est un arc-en-ciel. Mais j'ai naturellement ce truc d'être assez joyeuse, ouais. Je crois que c'est vraiment ça. Après, j'ai aussi beaucoup de peur. J'ai eu par le passé beaucoup d'angoisse. J'ai beaucoup travaillé sur ce thème de l'angoisse parce que assez tôt, petite, j'ai eu des angoisses. Donc il y a eu beaucoup cette émotion-là quand même aussi, tu vois, la peur, sur des thèmes un peu génériques. En plus, je suis pas peureuse j'ai pas peur de faire quelque chose, mais c'était plus une peur de mort, une peur d'être malade. Tu vois, quand tu parles des discours un peu intérieurs, ça c'est un truc que par exemple on ne voyait pas de moi.
tu vois, parce que justement, comme je suis joyeuse, positive, assez dynamique, on voyait pas nécessairement que mon monde intérieur, une fois que je me retrouvais seule et que je me réveillais au milieu de la nuit, c'est que j'avais peur de mourir, quoi, tu vois. Ça, c'est une émotion qui était assez présente chez moi. Ça va mieux. Ah oui, c'est ça. Ça, par contre, ça a évolué. Ça a évolué. Tu as conscience de ce que tu as mis en place pour que ça évolue, ou bien tu penses qu'il y a l'âge qui joue ou un autre facteur? Ouais, c'est intéressant. Je crois que c'est un peu une combinaison des deux. Moi, j'ai clairement fait beaucoup de travail sur moi. J'ai fait pas mal de thérapie. Alors, comme tu le sais, puisque c'est le sujet de mon livre Addict à la bouffe, j'ai un passé de boulimique. Donc, j'avais un désordre alimentaire pendant plus de 10 ans, près de 15 ans. Et pendant que j'étais malade, si tu veux, j'ai été très peu angoissée parce qu'en fait, l'addiction à la bouffe, ça remplissait une forme de vide. Donc en fait, quand j'avais un peu d'angoisse ou quoi, d'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir un problème de boulimie, on le sait tous, hein, t'es un peu mal, tu manges du chocolat, tu manges du sucre, généralement tu te sens mieux. Donc en fait, moi, c'est un peu de là que c'est parti parce que je crois que j'étais une personne relativement angoissée et du coup, la boulimie a été une façon de vivre avec ça. C'était une forme de béquille, tu vois, pour cette problématique-là. Et pour en guérir, il a fallu que j'adresse ce qui était arrivé avant la boulimie. C'est-à-dire que ce qui en était à la source. Souvent, on essaye D'ailleurs, je t'en parlais quand on préparait l'interview, c'est très difficile de régler un problème de désordre alimentaire, c'est pas facile de savoir où prendre. Et vraiment, j'ai appris qu'il fallait pas regarder finalement le désordre alimentaire lui-même, mais plutôt ce qui était à l'origine et ce qui était arrivé avant. Et pour moi, clairement, j'étais angoissée, tu vois. Donc, finalement, la boulimie m'a beaucoup aidée, c'était une béquille, mais il a fallu que je retourne à l'origine de ces angoisses. Et donc, j'ai des souvenirs, tu vois, gamine, où, je sais pas, j'avais 5-6 ans et je me disais, j'ai le sida, parce qu'on regardait la télé, que c'était les années 90 et qu'il y avait du sida partout. Et du coup, dans ma petite tête de petite fille, je pensais que j'allais développer ça. Donc, tu vois, il y avait vraiment ça. Et en fait, donc, du coup, pour vraiment répondre à ta question, oui, j'ai vraiment dû travailler là-dessus. J'ai fait de la thérapie, je suis allée voir pourquoi il y avait des angoisses, je suis allée les affronter et finalement les dompter. C'est-à-dire que quand naturellement tu as ces espèces de pensées, je pense que beaucoup de gens ont peur de la mort, tu vois, parce qu'au fond t'as peur d'une maladie, t'as peur des accidents ou quoi, mais en fait en vrai t'as peur de la mort, tu ne veux pas mourir. Oui. Exactement. Et quand je suis allée chercher un petit peu ça, là, hop, j'avais trouvé ce qui me faisait vraiment peur. Et après j'ai accepté déjà, et puis j'ai trouvé des techniques pour passer au-delà et pour en sortir. Donc maintenant, alors je peux pas dire que ça ait entièrement disparu, mais ça va vraiment franchement mieux, quoi. C'est-à-dire que maintenant l'émotion, la joie est vraiment plus prominente que les angoisses. Et est-ce que tu accepterais de nous partager peut-être un exemple de technique pour arriver à vivre avec cette angoisse, qu'elle ne soit plus envahissante, qu'elle ne t'empêche plus de vivre? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait pas mal d'hypnose. J'ai fait de l'hypnose en thérapie. Et cette thérapeute qui m'amenait à l'hypnose me faisait faire un travail de l'enfant intérieur. En fait, j'allais parler à l'enfant, donc la petite Sophie qui était angoissée à l'intérieur de moi. Donc petit à petit, en dehors des séances d'hypnose, je me suis mise à me parler. Donc ça revient un peu à ce discours aussi intérieur, tu vois, à dire ça va. Quand j'étais stressée par rapport à quelque chose, j'allais parler à la Sophie enfant. Parce que souvent, la personne qu'on est adulte, elle est rationnelle, tu vois. Donc, elle essaie de dire, non, mais c'est bon, ça va, t'as 40 ans, c'est bon maintenant, ça suffit. Mais en fait, celle qui a besoin d'être nourrie, c'est cet enfant intérieur qui reste dans ses peurs. Donc, souvent, je me suis mise à me parler à l'intérieur de moi et à me dire, c'est bon, ça va, on peut se calmer, à mettre une main sur mon cœur. Alors, j'ai fait pas mal de résonance cardiaque, ou j'ai fait pas mal de... Il y a beaucoup de techniques comme ça qui m'ont aidée. Mais moi, vraiment, c'est la respiration. Pour moi, la respiration, c'est clé. C'est-à-dire qu'en 3 minutes de bonne respiration, je calme tout mon système nerveux et je pense que chaque personne peut sortir d'un moment d'angoisse en se focusant sur sa respiration, vraiment.
Donc une respiration ventrale et un peu plus longue que d'habitude. Ouais, c'est ça. Alors il y a plusieurs techniques. Soit en fait, j'inspire et j'inspire par le nez, je fais des grandes expirations par la bouche. Je fais ça pendant à peu près 3 minutes. Déjà, hop, système nerveux calmé. Ou alors, je fais ce qu'on appelle en anglais box breathing. Donc c'est tu inspires sur 4, tu poses sur 4, tu expires sur 4, tu poses sur 4. Tu vois, comme un carré, quoi. Ouais. Et ça, pareil. Vraiment, 2-3 minutes et ça va mieux. Donc, c'est vrai que tu vois, je trouve que ça s'applique à tout, hein, parce qu'à un moment, dans l'un de mes boulots, j'ai eu besoin de faire des présentations en public et de monter sur scène, ce qui était un peu stressant. Franchement, je pratiquais ça pendant 2 minutes et puis j'y allais, quoi. C'est assez radical. Moi, je crois vraiment au pouvoir en fait de ces respirations ou de la méditation, parce que quand on les pratique régulièrement, j'ai l'impression qu'il y a plus de place pour le calme, pour la paix, pour vivre dans le moment présent, pour être dans une autre forme d'apaisement. Je crois que vraiment manger, en tout cas ces pulsions qu'on a là, c'est souvent parce qu'on n'est pas très présent à nous-mêmes et à ce qu'on fait, quoi. T'es hyper stressé, oulala, il faut vite régler ça, quoi. J'aime pas comment je me sens, donc il faut vite que je le règle. Et c'est sûr que c'est plus facile d'ouvrir son frigo et de manger tout le contenu du yaourt ou du paquet de chocolat, peu importe ce que tu manges, que de te dire ok, je me recentre, je me calme, je vais m'asseoir un petit peu, j'arrête, je fais une pause dans ma journée, je me recentre, quoi. Tu vois, ça demande un peu plus de pratique et ça demande un peu plus mais vraiment avec le temps, c'est magique. C'est-à-dire que c'est sûr, hein, alors en plus de ça, ça a été complexe, la boulimie, donc j'ai pas guéri du jour au lendemain, hein, ça a été vraiment beaucoup de pratique et une forme de discipline. C'est-à-dire que c'est pas seulement au moment où tu sens l'angoisse que tu fais ta respiration, c'est que tu te réveilles le matin, tu vas faire tes petites respirations ou ta petite méditation, ce qui te convient, et avec le temps, tout ça s'apaise. Pour revenir à un point de vue un peu plus technique, on va dire, est-ce que quand tu te parles, tu dirais que tu es plutôt monologue ou dialogue ? C'est intéressant. Je crois que je fais beaucoup de monologues. C'est marrant, tu vois. Elles sont bien ces questions parce que vraiment, je sais pas. Tu vois, on est tellement pas conscient de comment on se parle qu'en fait, d'y prêter un peu attention, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je me dis finalement ? Comment je me parle ? Je crois que je me parle beaucoup en monologue. Je crois pas que je fasse des de questions-réponses, tu vois. J'ai un peu cette voix où je me parle directement, ouais. Et est-ce que justement cette voix ressemble à ta voix de quand tu parles, ou est-ce qu'elle serait plus posée ou plus aiguë ou différente ? Je crois qu'elle doit être similaire à la façon dont je me parle, mais souvent c'est un peu un coach intérieur, tu vois. Moi, je crois que j'ai beaucoup de discours pour me dire allez, c'est bon, on y va. On y va, c'est bon. Là, tu vas allez, hop, ça, tac, 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 ça. Bon, maintenant je fais ça. Allez, tu vas faire ça. Maintenant ça. Et je crois que c'est un peu un coach intérieur, tu vois. C'est un peu mon truc de motivation pour me dire allez, on se hop. Et justement, j'allais dire, est-ce que ta voix, elle est plus souvent satisfaite ou insatisfaite ? Alors, franchement, je crois qu'elle devient plus satisfaite, mais elle a très longtemps été très insatisfaite, la voix intérieure. Moi, j'ai été beaucoup dans le jugement. J'ai été dure avec moi, vraiment. Comme je te disais, je sais pas, tu vois, c'est vrai qu'à un certain âge, je crois qu'on s'accepte mieux. Autour de mes 40 ans, tu vois, quand j'ai commencé à avoir 36, 37 ans, j'ai trouvé vraiment... Je parlais à une amie l'autre jour qui a mon âge et je disais « Oh là là, je suis tellement plus épanouie dans ma quarantaine que dans ma trentaine. » Et elle me disait « Ah bon, mais moi pas du tout. Regarde comment on faisait la fête quand on avait 30 ans. On était beaucoup plus libre, on n'avait pas de responsabilité, pas d'enfants. Voilà. » Et c'est vrai, j'avais ça aussi, mais dans mon fort intérieur, je me sens beaucoup plus apaisée, quoi.
Je me sens plus relax. Je suis pas tout le temps en train de me dire qu'est-ce qu'il a pensé de moi, qu'est-ce qu'on a pensé de moi, comment j'étais coiffée, est-ce que j'étais jolie, mince, j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire. Moi, j'avais constamment ce truc, blah, je faisais un truc et puis derrière la voix qui disait oh, t'as merdé, t'as pas assez fait, t'as pas assez machin, t'as pas été assez bonne. Tu vois, une présentation de boulot, non, t'as pas été assez bonne. Ou, je sais pas, une conversation avec un mec, oh, t'aurais jamais dû dire ça. Enfin, c'était tout le temps le juge intérieur, quoi. Je fais quelque chose et bouffe le verdict négatif, quoi. Et ça va mieux. C'est ça, je comprends l'aspect plus apaisé, du coup. Ouais, ouais. Et tu nous as parlé, pour voir un peu au quotidien, tu nous as parlé de ton état au lever. Est-ce qu'au coucher, ça s'éteint tout seul? Comment ça se passe à ce moment-là? Alors, au coucher, moi, je suis un peu de l'école. Faut que j'arrête de passer autant de temps sur les écrans. Je crois que vraiment, il y a un truc... autant je pense que c'est un outil qui nous aide beaucoup et autant c'est vraiment un fléau pour la santé mentale, les téléphones, quoi. Parce que, et j'en fais partie, hein, je peux très vite ouvrir Instagram ou TikTok et me laisser comme ça dans un espèce de truc où il n'y a plus de temps, il n'y a plus de moment, il n'y a plus personne. Je suis juste en train de scroller comme ça sur mon téléphone. Et je me rends compte que sur le long terme, ça ne me fait pas du bien. Donc, j'essaye un peu de faire attention à ça, d'aller me coucher de façon consciente et présente. Et donc, j'enlève mon téléphone au bout d'un moment. Bon, ok, je peux passer du temps le soir sur mes réseaux, mais au bout d'un moment, je l'enlève et là, je vais consciemment me coucher. C'est-à-dire que j'essaie de me reconnecter à moi-même avant de dormir. Je sais que si c'est pas ça, si je suis sur mon téléphone, que j'éteins la lumière, je vais beaucoup de temps à m'endormir. J'ai beaucoup de temps à ce que ça redescende. Et puis alors là, il va y avoir des pensées en arborescence, c'est-à-dire que je me perds dans le truc parce que je crois qu'il y a eu trop d'informations en fait. Comme j'ai déjà en plus de ça tendance à avoir beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de dialogues justement intérieurs, si je calme pas à la fin de la journée, ça va continuer ou alors je vais me réveiller dans la nuit puis je vais repenser à des trucs. Donc ouais, j'essaie de faire un petit peu cette routine du coucher, tu vois, un peu comme quand tu fais avec les enfants, comme ce qu'on fait avec les enfants, quoi. Oui, lire la petite histoire, brosser les dents, dire bonne nuit 4 fois. C'est un peu ça pour moi, tu vois. Je prends le temps, quoi. Je prends une petite tisane. Je prends le temps de vraiment boire que la tisane. Quand je me brosse les dents, je fais que de me brosser les dents. Je suis pas avec mon téléphone à côté. De temps en temps, j'écris un peu avant de dormir. Moi, vraiment, un autre truc qui m'aide beaucoup, c'est écrire. Donc j'écris. Alors, j'ai un petit carnet toujours avec un petit stylo à côté du lit. Et tu vois, des fois, quand j'ai trop de pensées, quand j'ai trop de « oh là, demain, j'ai tout ça à faire et tout », bouffe, je les écris. Et puis, ça va mieux. Elles sont écrites, je sais que je vais pas oublier ce que j'ai à faire le lendemain. Hop, je ferme le cahier, ça va mieux. Et moi, je pratique beaucoup la gratitude. C'est-à-dire que le soir au coucher, j'aime bien justement prendre une petite pause pour me dire qu'est-ce qui était chouette aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien, pourquoi j'ai envie de dire merci en fait. Alors ça, c'est pas nécessairement tout le monde dit merci à ceux ou à qui il a bien envie de dire merci, mais moi j'ai ce truc où je remercie l'univers, voilà, pour ma journée. Et vraiment j'ai des moments des trucs simples, quoi. Merci pour le lit dans lequel je dors. Merci pour cet appartement. Merci pour ma bonne santé. Tu vois, ça peut être, c'est pas toujours des trucs incroyables, mais c'est vraiment les petites choses, quoi, qui, je trouve, nous apaisent aussi et puis aident certainement à ce contentement, car un truc un peu de je suis contente de ce que j'ai là au moment présent, quoi. Donc il y a un retour à toi, un retour au moment présent, éventuellement un peu de gratitude et d'écriture si ça se met. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aimes le silence ou les moments de rien? Ouais. J'ai même envie de te dire que j'en ai besoin, mais j'ai appris à les apprivoiser. Je les ai pas toujours aimés. Je crois que j'ai pendant longtemps aimé meubler, surtout dans les relations aux autres, quoi. Les silences étaient toujours gênants. Je crois que socialement, les silences sont un peu gênants.
Parce que justement, c'est là où, encore une fois, on est en train de se dire, ah mince, qu'est-ce qu'il se dit? Ouh là là, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que se dit l'autre? Qu'est-ce que remplir. Et maintenant, j'aime bien parce que je trouve que ça installe encore une fois ce que je vais dire, tu vois, ça installe même le ton d'un échange, le ton d'une réunion de boulot, le ton quand tu prends un peu le temps, quand tu laisses un peu de silence, quand on te pose une question et que tu te sens pas obligé de répondre là maintenant tout de suite et de donner la bonne réponse. Je crois que les bonnes réponses te viennent, mais il faut laisser un petit peu de place pour les laisser venir, quoi, pour les faire venir à toi, pour les entendre. Donc oui, j'aime les silences. J'aime aussi le silence à la maison, franchement. Autant j'aime avoir la musique à fond et danser et faire les foufous. Tu vois, avec mon fils, on fait beaucoup ça, on danse beaucoup. Mais après, j'aime bien aussi quand il y a un petit retour au calme, quand tout le monde est couché, j'ai mon petit moment de silence le soir, ça j'aime. Et pour terminer ce portrait de ta vie intérieure, je voulais encore poser quelques questions par rapport au corps. Est-ce qu'il t'arrive d'abord de réagir fort à certaines sensations, donc un des 5 sens? Je crois que pour en revenir au silence, moi je suis assez sensible au bruit. Si je suis dans un environnement qui est trop bruyant, ça va me plaire pendant un certain temps. Mais après, ça va être un peu difficile. Donc ça, c'est certainement mon sens le plus développé. Ouais. Vraiment, l'audition, c'est... ouais. Et est-ce que ta voix intérieure pense souvent à ton corps? Et c'est comment dans ces moments-là? Alors ça, c'est un vaste sujet pour moi. Parce que pareil, mon passé de boulimique a forcément à voir, donc je t'en ai parlé, avec mes émotions et finalement mes traumas du passé, mais a aussi beaucoup à voir avec mon apparence et mon corps, forcément. Surtout pour une jeune fille. Moi, j'ai commencé à développer la boulimie, j'avais 18 ans. J'avais un petit boulot d'étudiante, en plus à l'époque où je faisais un petit peu de mannequinage, je faisais un peu de photos, donc d'un seul coup, hop, il y a eu une grosse conscience de mon corps. Tout ça était mis très en lumière. Je me suis rendu compte que, en fait, mon corps pouvait correspondre à certains critères de beauté quand il était d'une certaine façon. Et donc, forcément, quand mon poids variait, c'était très, 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 très compliqué. Donc, ma voix intérieure a énormément jugé mon pauvre corps. Vraiment, pendant des années, ça a été la bataille, quoi. C'était constant. Et ça, tu vois, autant je te disais tout à l'heure, on n'est pas souvent constant de ce discours intérieur, mais là, les critiques, j'en étais consciente parce que c'était tout le temps. Je m'asseyais sur une chaise, je me disais, mince, ma cuisse dépasse de la chaise. Tu vois, l'extérieur de ma cuisse dépasse de la chaise. Ou je parlais à quelqu'un, j'écoutais à moitié ce qu'on me disait, puis je me disais, mon ventre est trop gros, on voit mon ventre dépasser de la ceinture du jean, tu vois. Tout le temps, je posais mon truc, je me disais, là, j'ai la graisse qui dépasse là au niveau du bras. C'était un constant jugement du corps. Et pendant longtemps, et ça, c'est une voix que j'arrivais pas à arrêter. Je me regardais dans la glace. C'est marrant, je me rappelle de moments où je me dis, oh là, t'es énorme. Et maintenant, je vois des photos, tu vois, et je me dis, mais n'importe quoi, en fait. D'où je me suis dit ça? À quel moment et donc, j'avais vraiment ce problème. Donc, et c'était vraiment lié à ce que je me disais, en fait. Et quand j'ai commencé à me foutre la paix un peu, tu vois, et mon corps a un peu repris sa place, je crois, et sa nature. C'est-à-dire que, oui, un corps évolue, varie. Et je crois que vraiment, d'ailleurs, pour te dire, j'ai vraiment, vraiment fait la paix avec mon corps. J'avais déjà guéri la boulimie, clairement, mais j'ai vraiment fait la paix avec mon corps quand je suis tombée enceinte. Bizarrement, d'un seul coup, d'être le véhicule d'une vie, mon corps s'est trouvé être un miracle. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est-à-dire que mon corps peut donner vie à un autre corps, quoi. Il y a un être humain qui est en train de se former à l'intérieur de mon corps, c'est magique, c'est incroyable.
Et là, je crois que tout s'est entièrement réglé, vraiment. Et qu'il y a eu cette gratitude incroyable pour ce qu'est le corps d'une femme, en fait. De donner vie, de donner la vie. Et d'un seul coup, t'es plus seulement un truc que les autres doivent trouver joli. En fait, t'es un truc qui donne la vie, qui est tellement plus important. J'ai eu une grossesse formidable. Il y a aucun moment où j'ai critiqué mon corps. Je trouvais juste que c'était magique, totalement, constamment, tu vois. Il n'y avait plus ce discours interne négatif par rapport à mon corps. Et il n'est jamais revenu après avoir accouché. Il y a eu vraiment un changement comme ça incroyable de waouh, toi, t'as vu ce que tu sais faire, t'as vu ce que tu peux faire, c'est dingue quoi. Et j'ai plus ce truc depuis que j'ai eu mon petit, tu vois, ça fait 4 ans et ce discours négatif, c'est terminé, vraiment, vraiment, vraiment. Et au contraire, je me suis remise à courir il y a pas longtemps. C'est l'enfer. Je suis hyper lente. J'ai un passé je courais vraiment beaucoup. Et là, de t'y remettre un peu, c'est nul. Mais je me dis pas, oh là là, mon corps est nul. Pas du tout. Tu vois, je m'encourage. Je suis contente en fait pour ce que c'est quoi. Si j'arrive à faire 200 mètres en courant, c'est bien. Puis étape par étape. Enfin, tu vois, c'est plus mon pote maintenant, mon corps, que ça a été un peu la victime de toutes les critiques avant, quoi. Donc faisons des enfants. Oui. Peut-être. Bon, je crois que là, on a déjà une belle petite vue d'ensemble à ce stade de ce que ça fait d'être toi. Et je te propose de compléter par quelques questions en vrac. Ok. Alors, est-ce que tu te sens souvent détendue ? Oui. Ouais. Est-ce que tu cherches souvent à cacher ce que tu ressens ? Ou est-ce que tu te permets de le laisser paraître ? Maintenant, je me permets de le laisser paraître. Je l'ai beaucoup caché. Mais maintenant, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je suis en colère, je suis en colère. Oui, ça transparaît plus. Et justement, tu fais quoi de la colère quand elle est là ? Elle est intéressante, la colère comme émotion, non ? Parce que franchement, je crois qu'on n'a vraiment pas appris à exprimer la colère. Et en plus... en tant que femme, c'est très complexe la colère. C'est-à-dire qu'un mec qui s'énerve là et qui gueule comme ça aux yeux, c'est un mec quoi. Mais oui, une nana, c'est très compliqué. Hein. Encore une fois, je trouve souvent dans le contexte du boulot, d'un seul coup, t'es un peu, oh là là, dis donc, elle a ses règles ou quoi. Tu vois, ça a été quand même, on a quand même grandi un peu dans ça, je trouve. Donc, je crois qu'on n'a pas su l'exprimer, mais j'y suis confrontée parce que franchement, je trouve que avoir mon fils, en tout cas de 4 ans, il réveille pas mal de frustration, tu vois, quand le gamin, il est l'heure de partir à la crèche et il veut pas s'habiller et il a dit 15 fois non quand tu lui dis « mets ton pull ». Tu vois, ça monte quoi. Ça monte et là en fait, qu'est-ce que t'en fais, tu vois ? Et où est-ce que tu le mets ? Et moi, j'essaye d'être une maman qui crie pas sur mon enfant. Je mets des limites, mais j'essaie de pas crier. Donc il y a vraiment un peu, je crois que j'ai appris je respire, quoi. Je respire. Je m'isole un peu, je respire. Quand je sens que ça va vraiment déborder, je lui dis. J'ai envie d'apprendre à un enfant à être OK avec ses émotions. Je crois que, en tout cas, moi, la façon dont j'ai été élevée, tout était réprimé, quoi. On n'était pas, fallait pas pleurer nécessairement, fallait surtout pas s'énerver, fallait pas. Maintenant, quand ça me dépasse, je dis, maman, elle est très très énervée. Alors, elle va aller par là-bas, elle va un petit peu respirer, puis elle va revenir te voir. Et donc, voilà, comme ça, il va comprendre lui aussi que, ouais, on a des émotions et que parfois c'est fort et que parfois ça nous dépasse. En revanche, on n'est pas obligé de casser toute la vaisselle. Ouais, voilà, exactement. On n'est pas obligé de les exprimer comme ça, de façon très très forte, quoi. Est-ce que tu as le doute facile ? Ouais. J'ai le doute facile. Vraiment, ouais. J'ai beaucoup tendance à demander l'avis des autres. Ça aide jamais.
Je donnerais pas ça comme conseil. Spoiler alerte. Ouais, exactement, nul, ne pas faire. Non, parce que en fait, les amis vont, aussi bienveillants soient-ils, vont te donner des réponses par rapport à leur perspective, à leur vie, à leur expérience. Et c'est pas toujours la réponse qu'il nous faut. Donc maintenant, quand je doute, pareil, j'essaie de prendre un peu de recul, j'essaie de me connecter à mon instinct. Franchement, je crois qu'on a tous un très fort instinct, mais qu'on sait pas bien écouter. Des fois, je me dis, non mais ça, tu savais. Tu sais, quand tu dis, non mais ça, en vrai, je savais, j'ai vu ça. J'avais vu, j'avais vu que ça n'allait pas, mais j'y suis allée quand même, j'ai pas écouté. Et ben c'est ce truc-là, c'est ce petit touc du début là, petit message pas très fort que j'essaie d'écouter maintenant. Enfin, est-ce que tu es superstitieuse ou est-ce que tu préfères pas parce que tout le monde sait que ça porte malheur? Je suis pas très superstitieuse moi. Non, j'aime j'aime écouter les signes. Quand je vois un truc, je me dis ah ça c'est un signe tiens. Mais c'est pas une superstition négative, tu vois. J'ai pas peur du vendredi 13, par exemple, quoi. Ou j'ai pas peur de passer sous une échelle. Ça, non, je suis pas trop là-dedans. Mais j'aime bien quand même écouter les signes. Il y a encore 2 thèmes que j'aimerais aborder avec toi. C'est le premier, c'est ta petite voix avec les autres. Donc, est-ce que tu t'interroges beaucoup d'abord sur la vie intérieure des autres? Non. Franchement, je crois pas, mais c'est hyper intéressant et c'est là où je trouve que le thème du podcast est génial, parce qu'en fait, je pense que c'est tellement, on est tous tellement différents dans notre vie intérieure, mais c'est pas une question que je me pose particulièrement. Mais quand on ouvre ce sujet, je me dis ah ouais, c'est dingue, qu'est-ce qu'ils se disent les gens, qu'est-ce qu'elle se dit cette personne, comment cette personne se parle, c'est hyper intéressant. Et est-ce que ton discours intérieur peut changer en fonction des personnes avec qui tu es? Ouais, je pense. Je pense vraiment que moi, je crois beaucoup aux énergies. Je pense qu'il y a des gens qui te mettent dans cette disposition positive, qui vont te faire sentir bien, qui vont t'aider à te valoriser, ou en tout cas à appuyer sur les petits boutons du positif, tu vois. Et puis, tu as les autres. On a tous, je pense, dans le boulot ou dans des amitiés, la personne qui va systématiquement dire le petit truc qui va te faire douter, quoi. Ah bon, t'es sûre? Tu vois, quand tu vas dire, ouais, j'ai une super nouvelle, j'ai choisi de faire ça, et qui vont te dire, ah bon, mais t'es vraiment sûre? Et là, pouf, doute. Ah non, ouais, peut-être pas. Ouais. Et une des fonctions de cette voix intérieure, tu en as déjà parlé comme quoi c'était assez présent chez toi avant, on va dire, c'est l'évaluation, donc le jugement. Et alors évidemment, l'esprit critique, comme on l'a dit, ça peut être un super pouvoir, mais ça peut être aussi une super faiblesse, puisque à force de critiquer, on n'ose plus rien. Mais toi, maintenant, aujourd'hui, tu fais comment avec les voix critiques autour de toi, comme tu viens de le mentionner, ou éventuellement en toi? Est-ce que tu oses encore? Oui. J'ose de plus en plus. Elles ont été très limitantes, comme je te l'expliquais tout à l'heure, mais elles le sont moins. J'essaie juste de me dire que je crois que c'est une façon d'aller de l'avant maintenant, tu vois, de me dire, ok, j'y vais. Et d'accepter de se tromper, d'accepter de tomber, d'accepter de mal faire. Je crois que c'est Michael Jordan qui a cette quote, je vais te la dire en anglais, mais il disait tout le temps « I felt over and over again until I succeeded ». Et en fait, c'est un petit peu ça. Se tromper, c'est bien. Prendre le mauvais chemin, c'est bien. Tout est un apprentissage, je pense. J'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, donc j'y vais. Et quitte à me tromper, et si je me trompe, je me dis « Bon, au pire, j'aurais appris quelque chose ». Tu vois, alors qu'avant, mon Dieu, tu vas pas parce que tu veux que ce soit parfait, tu veux à coup sûr réussir, tu veux vraiment pas aller vers l'erreur, alors que j'ai appris avec la vie que l'erreur, c'est des leçons. En fait, c'est comme ça que tu apprends. C'est quand tu as une mauvaise expérience que tu dis « Ah bah ça, je veux plus ». C'est quand tu acceptes le job qui te plaît à moitié et qu'au final tu te dis « Ah non, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de ma vie », que tu te dis « Ah bah alors si j'ai pas envie de faire ça, bah j'ai plutôt envie de faire ça ». Donc en fait, maintenant, j'écoute plus
trop ça, ces voix et ces critiques et tout ça. Et je me dis, au pire, j'apprends. Au pire, voilà, c'est un peu difficile sur le moment, mais j'aurais appris un truc. Mmh. Et enfin, cette voix intérieure nous permet aussi de réfléchir à elle-même et plus largement au sens de la vie. Alors, est-ce que tu crois qu'on a plusieurs vies et si oui, tu en es où dans ton cursus? Elle est belle cette question. Oui, je crois vraiment. Je crois qu'on a plusieurs vies dans cette vie sur Terre et je crois qu'on a plusieurs vies. Je crois que notre âme a plusieurs vies. Donc, pour ce deuxième point, je crois vraiment à la réincarnation. Dans mon périple de recherche de guérison, j'ai beaucoup voyagé autour du monde. J'ai passé beaucoup de temps en Inde et au Sri Lanka. J'ai passé beaucoup de temps avec des chamans au Pérou. Et dans toutes ces cultures, j'ai retrouvé une chose qui est sortie, qui est revenue pour moi comme une certitude, c'est que tout ce qu'on m'avait inculqué dans la religion n'a jamais vraiment fonctionné pour moi. Je me suis toujours dit, est-ce qu'il y a cette espèce de truc du jugement dernier, qu'après il y a un paradis et un enfer. J'ai toujours un peu questionné ça. Très petite, je me souviens m'être dit, mais n'importe quoi, pourquoi? Et quand j'ai entamé ces voyages, j'ai découvert toutes ces cultures qui croient en la réincarnation, qui croient qu'en fait l'âme, qui croient au karma, qui croient donc que cette vie est faite de tas d'expériences qui sont une évolution en fait de ton âme pour qu'on revienne ensuite fort de tous ces apprentissages et avec encore d'autres choses pour le développement de notre âme, ça a fait sens tout de suite. Je sais pas, quand j'en parle à des gens, parce qu'évidemment des tas de gens doutent de ça, ça n'est pas un truc sur lequel je peux débattre, c'est une certitude. C'est pas, je me dis, peut-être que j'en suis, c'est comme ça, c'est ancré en moi, tu vois. Vraiment, quand j'ai découvert ces cultures, j'étais, oui, évidemment, oui, c'est ça, bien sûr qu'on se réincarne, bien sûr que c'est pas une fin en soi. Et pour la deuxième partie, je crois aussi que dans cette vie, en tout cas sur Terre, dans cette incarnation maintenant où je suis Sophie et j'ai la vie que j'ai plusieurs vies aussi. Et je trouve ça fantastique de voir qu'il y a des chapitres de la vie. Il y a des phases. Et c'est pour ça que je te disais, je crois que je suis pas du tout la même personne que j'étais à 20 ans et ni la même personne que j'étais à 30 et certainement pas la même que je serai à 50. Des fois, ça m'intéresse les personnes qui sont, moi, j'ai pas de partenaire de vie. Enfin, je me suis séparée du papa de mon fils et c'est la 4e relation d'amour que j'ai eue pendant 4-5 ans comme ça. Et des fois, je suis fascinée par les personnes qui sont restées, tu vois, qui ont mon âge et qui sont déjà depuis 25 ans avec quelqu'un. Parce que je me dis, moi, j'ai tellement changé, j'ai tellement évolué, j'ai tellement grandi que je pense que c'est magnifique de faire ça avec quelqu'un à côté de toi qui a bien envie de grandir avec toi. Mais il se trouve que moi, j'ai tellement changé qu'en fait, ces pans de ma vie ont eu besoin de changer aussi. J'ai changé professionnellement, j'ai grandi, j'ai fait d'autres formations, je me suis réorientée. J'ai vraiment l'impression d'avoir plein de vies dans une vie. J'ai eu d'autres besoins, d'autres envies, et au bout d'un moment, la personne se dit « mais attends, je te reconnais pas ». Et en fait, c'est presque un compliment, tu vois, parce que je me dis « mais ouais, parce qu'en fait, oui, il y a 5 ans, j'étais pas pareil, quoi ». Parce que je pense qu'on grandit, tout simplement. En parlant de grandir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt, justement, ou découvrir plus tôt en termes de relation avec ta vie intérieure? Ouais, vraiment, je pense que si on a un rôle à jouer en tant que parent, tu vois, maintenant que je suis maman, c'est de prêter attention à donner confiance aux enfants. Mais confiance en eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que confiance en sa vie intérieure, confiance en justement cet instinct, le fait que tout est là. Je crois qu'on est beaucoup en train de dire, en tout cas en train de chercher à l'extérieur de nous. Et alors qu'en fait, les réponses sont à l'intérieur de nous. Moi, j'ai longtemps cherché à plaire aux autres, à être acceptée par les autres, et du coup, je passais un petit peu à côté de moi-même. Je me perdais un peu dans ce besoin d'intégration, je crois.
Alors, un enfant a besoin aussi de ça, hein, parce que tu as besoin de relations sociales et forcément tu as besoin aussi qu'on t'aime. Mais j'aurais aimé qu'on m'aide à m'aimer moi d'abord et avoir confiance en moi d'abord et à se dire que la Sophie que je suis a pas besoin d'être aimée par tout le monde et qu'elle est très bien comme elle est. Et je crois que ouais, on a certainement un devoir un peu d'essayer de donner ça aux enfants. Donc voilà, la confiance. Je crois que j'aurais aimé qu'on m'aide à avoir plus confiance en moi. J'ai mis du temps à la retrouver, cette confiance, ouais. Ou même à la trouver. Eh bien, c'est déjà le temps de la conclusion de cette discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, un petit message pour nos auditeurs sur le thème de sa voix intérieure ou sur la santé mentale plus largement? Tu sais, je crois que on a une société qui... Alors, en tant que Française, parce que moi, tu sais, je suis une Française qui est expatriée aux Pays-Bas depuis 10 ans. Et il y a vraiment une différence culturelle très importante quant à la santé mentale. En France, on est quand même très sur la santé physique. On va beaucoup chez le docteur, on prend vraiment soin de notre santé physique, mais on prend pas soin de notre santé mentale. Et moi, j'ai découvert ici c'est très commun ici de dire que tu vas chez un psy, ou alors tu es parti faire une retraite, ou alors tu fais de la méditation. C'est vraiment un langage plus commun ici. Et je pense sincèrement que tout le monde peut bénéficier d'avoir un chouette thérapeute, de prendre soin de sa santé mentale. Franchement, que ce soit dans ton couple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de parent, je pense qu'on a besoin d'aide. Les personnes qui aident, que ce soit des thérapeutes, des coachs, sont nécessaires à notre développement parce qu'en fait, on a besoin de prendre soin de notre santé mentale. C'est important. Et tout le monde va vivre des épreuves de la vie. Tu vois, la vie, on la contrôle pas. On va vivre des déceptions, des pertes, des moments difficiles. On va perdre notre job, on va perdre quelqu'un qu'on aime, on va vivre un divorce, peu importe ce qu'on vit. Mais vraiment prendre soin de sa santé mentale, c'est pour moi prioritaire. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est autant qu'on passe de temps à la gym, à faire du sport, qu'on passe du temps à prendre soin de sa santé mentale et vraiment de l'anticiper. Je crois qu'aussi, tu sais, on est la génération du burn-out. Moi, j'ai plein de copines qui ont fait des burn-out au boulot. Si on se mettait un peu à prendre 10 minutes tous les matins à méditer, je crois qu'on peut installer un peu cette distance entre les événements extérieurs et nous-mêmes et comment ils nous impactent. C'est une petite discipline, mais dont, en tout cas, tout le monde peut bénéficier, je pense, sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est un projet que tu es en train de mettre sur pied que je te propose peut-être de présenter aux auditeurs, même s'il n'est pas encore tout à fait finalisé, si j'ai bien compris. Ouais, c'est vrai. Merci Anne de me donner l'espace de parler de ça aussi. Mais en fait, dans mon parcours on va dire, guérison de mon désordre alimentaire, mais aussi de recherche un peu plus spirituelle, j'ai passé beaucoup de temps à faire des retraites. Alors j'ai fait des retraites, un peu de tout, hein. J'ai fait des retraites chamaniques, j'ai fait des retraites ayurvédiques en Inde, j'ai fait beaucoup de retraites de yoga et de méditation et tout ça. Et j'ai travaillé pour un centre de retraite en fait qui est en Italie, qui est fantastique. Et j'ai passé beaucoup de temps sur place et j'ai fait un constat très clair, c'est que ça restait des lieux pour des personnes privilégiées. Parce que ça a un coût. Moi, j'avais la chance de pouvoir me payer ça. D'ailleurs, de me payer ça, de me payer de la thérapie, de me payer des coachs. J'avais de la chance, vraiment, d'avoir accès à ça. Et je me suis rendu compte du déséquilibre, en fait, qui était dans ce milieu-là, d'ailleurs dans le milieu du yoga et de la mindfulness en général. C'est que souvent, c'est un petit peu des personnes privilégiées. Alors, avec ce constat-là, je suis en train de monter une fondation qui s'appelle We Are Love, avec 2 personnes qui sont écossaises. Et en fait, le but de cette fondation, c'est de donner accès à des retraites qui auront pour but vraiment le développement personnel et la santé mentale des jeunes personnes. Donc ça s'adresse aux jeunes de milieux défavorisés qui ont entre, on va dire, 18 et 30 ans. Et on met en relation des centres de retraite et des fondations existantes qui travaillent avec ces jeunes personnes
et on les sort de leur contexte et on les emmène pendant une semaine faire une retraite qui est vraiment orientée sur leur développement personnel. Alors, on en est au début puisqu'on est encore en train de monter notre fondation We Are Love, mais on part en novembre en Italie faire notre deuxième retraite et vraiment la première nous a encouragés. Ça a été extraordinaire, vraiment. Je pense que quand on sort de notre contexte quotidien, de la vie, du boulot, des parents, des apparences. En plus, quand tu as cet âge-là, il faut que tu sois cool dans ton milieu et que vraiment on se réunit tous ensemble et on permet de justement donner la place à cette vie intérieure un petit peu, à prendre du temps pour se recentrer sur soi, mais aussi pour pouvoir discuter, poser des questions. C'est magique. On a vu des résultats incroyables. Et quand les jeunes se retrouvent dans un groupe où tout le monde s'autorise à dire « ben moi j'ai vachement souffert. Moi ça a été dur quand mes parents, ceci, cela. Moi j'ai du mal parce qu'on n'a jamais eu d'argent à la maison. » Et en fait de pouvoir vraiment laisser sortir ça et exprimer ça et donner place à cette vulnérabilité, ben c'est magique. En fait on a des résultats qui sont incroyable, franchement, et j'ai trouvé ça d'autant plus magique chez les jeunes garçons, parce que je crois que, alors je suis une nana, j'ai beaucoup parlé de moi, du fait d'être une maman, etc., mais je crois aussi qu'on n'a pas autorisé les jeunes hommes à être vulnérables. Et souvent, en plus, dans ces milieux-là, tu sais, les mecs, il faut qu'ils soient un peu les mecs un peu durs, quoi. Tu vois, entre eux, ils sont durs et il faut qu'ils assurent et là, j'ai trouvé des trucs. Les mecs les jeunes garçons se prennent dans les bras, se sautent dessus, se disent combien ils s'aiment. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un truc comme ça que quand on autorise, en fait, cette vulnérabilité à sortir au grand jour au sein d'un groupe, bah, c'est magique, en fait. C'est hyper, on guérit et on guérit ensemble. Ah oui, donc voilà, bref, oui. Tu le racontes bien, ça donne envie. C'est un beau projet. Merci, c'est vraiment je pense qu'on peut aider comme ça. D'ailleurs, chacun peut aider les autres en faisant des petits gestes comme ça. Vous allez avoir un site internet, tout ça, on n'en est pas encore là? On n'en est pas encore là malheureusement, mais tu sais, moi comme mon background il est dans le marketing, je suis en train maintenant de bosser sur le site internet, donc on devrait lancer vers le mois de novembre. Donc ça va s'appeler We Are Love. Bah, quand tu auras des infos, tu nous diras, on les relaiera sur la page du podcast. Ok. En plaisir, merci beaucoup. Et bien voilà, l'interview se termine. Un tout grand merci à toi. Merci à toi, c'était vraiment génial, je trouve, et je te l'ai dit, je trouve que ce thème du monologue et de laisser place un petit peu à comprendre le monde intérieur, ça me fascine. Moi, j'ai hâte d'écouter les autres épisodes et justement de savoir comment ça se passe à l'intérieur des autres, quoi. C'est fascinant, j'aime beaucoup. C'est gentil. Merci. Oui. Merci. Eh bien, à bientôt alors. À bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.